Bonjour à tous ou rebonjour, c'est la suite de ma vidéo sur le chapitre 4, Gravitation et Histoire de l'Univers, donc c'est la deuxième partie. Je vous avais laissé la dernière fois sur cette formule qui nous permettait de calculer la valeur de la gravitation. On avait donc F de A sur B égale F de B sur A qui est égal à grand G fois le produit des deux masses divisé par le carré de la distance. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est quelques principes qu'on peut tirer de cette équation. Alors, pas la peine de s'inquiéter. Pour mieux comprendre cette équation, on travaillera ensuite en exercice, on fera des cas pratiques pour bien comprendre tout ce que ça implique et savoir comment utiliser cette formule-là. Pour l'instant, on va juste raisonner de manière générale. Donc, avec cette valeur-là, vous voyez que plus les objets sont massifs, plus les objets vont avoir tendance à s'attirer. D'accord ? Ici, plus les objets sont massifs, plus la valeur de la masse va être grande, et donc plus la valeur de la force va être grande. D'accord ? Donc de ça, on peut tirer que la Terre et la Lune s'attirent plus que le stylo et la trousse. D'accord ? Tout simplement parce que la masse de la Terre et de la Lune, elle est gigantesque par rapport au stylo et à la trousse. Et c'est pour ça que si vous regardez autour de vous en classe, vous ne voyez pas votre stylo et votre trousse se précipiter l'un sur l'autre. Ils interagissent, mais ils interagissent beaucoup moins, par exemple, que le stylo et la Terre. Et c'est pour ça que c'est comme si le stylo sur la table, il était ancré et qu'il n'allait pas être attiré par tout ce qu'il y a autour de lui. Mais ça ne veut pas dire que cette interaction n'existe pas. Ça veut dire qu'elle est négligeable par rapport à l'interaction, par exemple, de la Terre sur tous les objets qu'on a autour de nous. Autre conséquence, même si un seul objet est massif, la gravitation, elle est quand même forte. C'est-à-dire que tous les objets, même les objets les plus légers, sont attirés par la Terre. Vous avez vu que dans la formule, c'était le produit des deux masses. Donc la masse de la Terre, elle est tellement gigantesque que vous pouvez la multiplier même par des tout petites masses, ça fait quand même une valeur qui est très importante. Donc c'est pour ça qu'un stylo n'est pas moins attiré par la Terre qu'un paquebot. D'accord ? Parce que tout ça, c'est multiplié par la même chose, c'est multiplié par la même constante qui prend à la fois en compte la masse gigantesque de la Terre. Et puis, dernière conséquence, vous avez vu qu'on divisait la valeur par le carré de la distance. Donc, plus les objets sont loin, moins ils vont avoir tendance à s'attirer. C'est par exemple le fait que la Lune, c'est autour de la Terre qu'elle tourne. La Lune, c'est pas autour du Soleil qu'elle tourne. Elle tourne autour du Soleil un petit peu parce que la Terre elle-même tourne autour du Soleil. De ça, en fait, on peut en tirer que la Lune, elle est plus attirée par la Terre que par le Soleil parce que elle est beaucoup plus proche de la Terre que du Soleil. Donc vous voyez que tout ça, ça va être une compétition d'un certain nombre de principes et que c'est pas parce que cette loi-là, elle est universelle, que l'univers et les conséquences de cette loi-là, elles vont être complètement fixes. Tout ça, ça va permettre de rentrer en mouvement. En fait, c'est pas quelque chose qui va ancrer, fixer les choses, c'est quelque chose qui va permettre de mettre les objets de l'univers en mouvement. Et c'est ce qui nous permet de comprendre d'ailleurs le mouvement des étoiles, des galaxies, etc. Justement, grand 3, on va parler de l'histoire de l'univers, alors de manière très simple, très rapide, mais y compris du rôle qu'a joué la gravitation dans la formation de l'univers. Alors, on va commencer par quelque chose dont vous avez forcément déjà entendu parler au premier chapitre, c'est le Big Bang. On a observé le ciel depuis longtemps, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai écrit télescope au lieu de télescope. Donc on a observé le ciel avec des télescopes de très grande portée, et ça nous a permis de remonter très loin dans l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, on arrive à retrouver la trace d'un événement il y a 13,8 milliards d'années, un événement qui est extrêmement chaud et lumineux. Donc on sait, on a des preuves expérimentales qu'il y a 13,8 milliards d'années, l'univers a été extrêmement chaud et extrêmement lumineux. Et cette chose-là, la quasi-totalité des physiciens, ils l'expliquent par ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, qui est une théorie selon laquelle tout l'univers, absolument tout l'univers, a été à un moment donné condensé en un point minuscule, plus petit qu'une tête d'épingle, et qui est à une température de au moins 100 milliards de degrés Celsius. Et le chiffre que je vous donne, c'est au moins ça, d'accord ? 100 milliards de degrés Celsius.
Donc évidemment, c'est une époque de l'univers qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on connaît aujourd'hui, d'accord ? Aujourd'hui, l'univers, l'espace intergalactique et interplanétaire, c'est quelque chose de très 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 froid, presque le zéro absolu. Il y a eu une époque où c'était pas du tout le cas, et ça, on en a des preuves scientifiques. Alors, on a vu dans le chapitre 1 que suite à cette période-là, il y a une période d'expansion, on pourrait presque dire d'explosion, même si c'est pas tout à fait ça. Et pendant les premières centaines de milliers d'années de l'univers, on voit les premiers atomes se former. L'hydrogène, l'hélium, le lithium, les premiers éléments chimiques apparaissent. Et puis, 380 000 ans après le Big Bang, donc vous voyez que c'est relativement tôt, l'univers, il se compose en fait d'une espèce de grande soupe d'atomes d'hydrogène. Et chacun de ces atomes d'hydrogène a une masse. Et donc chacun de ces atomes d'hydrogène est soumis à la gravitation universelle. Et donc tous ces atomes d'hydrogène, ils vont avoir tendance à s'attirer les uns les autres. Et vous avez des gigantesques nuages d'hydrogène qui vont commencer à se condenser sur eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Donc les nébuleuses, je vous en ai mis une image ici qui est magnifique, c'est la nébuleuse d'Orion. Vous avez ici un nuage qui est un nuage de gaz, d'hydrogène, qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Probablement qu'à cet endroit, l'endroit le plus lumineux, les atomes d'hydrogène se sont tellement condensés les uns sur les autres qu'ils commencent à s'échauffer, et c'est ça qui produit cette lumière-là, et c'est ce qui fait qu'on est capable de les observer. Alors si on va plus loin, une fois que les nébuleuses se sont suffisamment condensées sur elles-mêmes, la pression, elle devient tellement énorme qu'il y a des réactions de fusion nucléaire qui vont commencer. Et ça, c'est la naissance d'une étoile. Donc ici, c'est un stade très avancé d'une nébuleuse. Vous voyez déjà l'étoile apparaître au milieu et ça, c'est l'étoile complètement formée, allumée, avec une telle densité d'hydrogène et des réactions de fusion nucléaire tellement intenses que ça produit cette lumière extraordinaire qu'on peut observer forcément lors des nuits étoilées. Alors, il n'y a pas que ça, puisque une fois que ces étoiles, elles se sont formées, les étoiles, elles vont interagir entre elles. Elles aussi, elles sont soumises à la gravitation universelle. Et à ce moment-là, on va former des amas d'étoiles, des gros regroupements de milliards et de milliards d'étoiles, et c'est ça qu'on appelle une galaxie. Donc une galaxie, ici, faut imaginer que derrière chaque pixel, chaque point lumineux, vous avez peut-être des dizaines de milliers d'étoiles. Donc une galaxie, c'est vraiment une masse incommensurable, et tout ça est mis en mouvement, tout ça tourne autour d'un gigantesque cœur, tout ça est mis en mouvement par la gravitation universelle. Et on peut aller encore plus loin parce que l'univers est gigantesque. Une fois que on a des milliards de galaxies, vous voyez que on peut les regrouper les unes les autres. Elles interagissent encore entre elles. À chaque fois, là, tout ce que vous voyez, ce sont des galaxies. Et l'univers en regroupe des milliards. Et ces galaxies, on va pouvoir les regrouper en amas de galaxies. Et puis si on va le plus loin qu'on connaisse pour l'instant dans l'univers, on va pouvoir regrouper ces amas de galaxies et obtenir une image. Alors ici, c'est une image de synthèse, c'est pas on n'arrive pas à avoir des images réelles de ça, mais c'est ce qu'on déduit, c'est ce qu'on calcule de la formation de l'univers. Vous voyez que ces amas de galaxies sont reliés entre eux comme un tissu, c'est ce qu'on appelle la toile cosmique. Alors ici, encore une fois, tout à l'heure, chaque pixel, c'était des dizaines de milliers d'étoiles. Là, chaque pixel, c'est des dizaines de milliers d'amas de galaxies, eux-mêmes constitués de milliards et de milliards de galaxies. Donc vous voyez que l'univers est quelque chose d'extrêmement vaste, mais que partout dans l'univers, le principe qui unifie la matière et qui lui permet de se regrouper, d'obtenir une cohésion, c'est la gravitation universelle. Dernière chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'univers est en expansion. En observant le ciel et en repérant la position de tous les grands astres, les étoiles, les galaxies, etc., les astronomes se sont rendus compte que, bizarrement, tous ces grands objets de l'univers étaient sans cesse en train de s'éloigner les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose de très bizarre, parce que la gravitation universelle, c'est quelque chose qui fait s'effondrer les choses sur elles-mêmes, et pourtant, l'univers est en expansion. Donc on a ce double mouvement. La gravitation universelle maintient les grands astres ensemble, les uns les autres, mais en même temps, l'univers lui-même, il est en expansion perpétuelle et à une vitesse tellement grande et sur des distances tellement gigantesques qu'aujourd'hui, personne ne sait si l'univers est fini ou infini. Voilà, c'est la fin de ce cours, de cette deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour les exercices et peut-être pour les expériences. À bientôt.